podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces et histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je vous dévoile la partie 3 de l'histoire de François Lantier-Nadeau, qui a effectué un exit dans les 8 chiffres durant la COVID. Discussion à cœur ouvert de François qui a décidé de laisser sur la table plusieurs centaines de milliers de dollars sur son contrat de sortie en décidant de suivre son cœur et ses valeurs. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! François Lantier-Nadeau, merci d'être avec nous pour une 3e fois aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super bien, Joe. Toi, comment ça va? Ça va vraiment, vraiment bien. J'avais hâte de pouvoir faire cet enregistrement-là avec toi pour voir la suite de ta fameuse histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, François, on a enregistré avec lui déjà 2 épisodes. L'épisode numéro 11, qui est de 0 à 1 million de dollars de revenus récurrents annuels. Et l'épisode numéro 12, qui est l'après-fusion de sa compagnie qu'il a fait. Et honnêtement, chaque épisode pourrait être l'histoire d'un film. Je vous invite fortement à aller écouter ça. Épisode numéro 11 et 12, c'est vraiment, vraiment une belle histoire que François nous livre, vraiment à cœur ouvert, en toute transparence. Et là, quand on a raccroché la dernière fois ensemble, moi puis François, on voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient que François ne pouvait pas parler. Et on est resté en contact, lui et moi, ensemble. Et aujourd'hui, il peut parler. Il y a eu du mouvement dans sa vie d'entrepreneur. Et là, on voulait absolument l'avoir avec nous pour nous parler de la suite de tout ça, puis d'un petit peu comment l'expérience s'est passée là après l'épisode numéro 12. Je pense qu'il y a beaucoup de bon apprentissage à partager avec les gens, puis de nous faire vivre un petit peu ce que tu as vécu dans les derniers mois. Je pense que ça peut être que bénéfique pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans l'épisode du podcast. Donc, François, je te donne la balle. Si tu peux peut-être juste nous remettre en contexte un petit peu des derniers petits éléments qu'on a parlé à l'épisode numéro 12 et on repart de là et on remonte jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire de la vie de François Lantier-Nadeau. Yes. Je pense aussi que ça vaut la peine de mentionner que l'épisode 11 et 12 sont dans le top 3 des podcasts, des épisodes du podcast Pivot. Donc, absolument, effectivement. Ils ont eu beaucoup d'écoutes jusqu'à date. Ça continue à bouger. Et je suis convaincu que l'épisode qu'on fait là va probablement se classer dans le top 4 ou top 3 là, parce qu'il commence à avoir de la compétition en haut. Là. Ouais, non, t'as des vraiment cool invités puis des bonnes discussions. Écoute, la raison pour laquelle les views et les downloads de ce podcast-là augmentent, c'est peut-être parce que je suis tellement écœuré de répéter l'histoire qu'à cette heure, quand quelqu'un me demande, je vais juste dire « Ah, check ». Il y a un podcast vraiment cool par mon ami Jonathan. Va écouter ça, c'est 2 parties. Fait qu'il y a comme du résiduel trafic là, qui doit rentrer là. C'est bon. OK, on était où? On était en novembre quand on a enregistré la dernière fois, je pense. Et puis 2022. Grosso modo, ce qui venait de se passer chez Douda, la compagnie qui nous a achetés, c'est que j'avais demandé une démotion. Right? Grosso modo, on m'avait dit « Frank, la job que tu fais en product marketing puis en content marketing, c'est super. Veux-tu être VP chez Douda de ces disciplines-là? » Puis moi, un petit peu naïvement, ce que j'expliquais dans le dernier pod, c'est j'ai juste fait « OK, let's go, all in, je saute là-dessus, quelle belle opportunité. » À l'époque, tu sais, on parlait encore de Douda qui pourrait peut-être aller public, ce genre de trucs-là. Puis là, moi, il y avait des gens qui me disaient « Hey, tu sais, un VP sur une compagnie privée qui va public, c'est gros, tout ça. » Donc, j'ai fait le saut. Puis je me suis rapidement rendu compte que c'était une organisation complexe, distribuée sur plein de niveaux, et puis que j'avais pas l'énergie dans mes piles à moi, tu sais, dans ma batterie, pour me taper un rôle comme ça. Donc là, il y a 4 mois qui sont passés dans ce rôle-là, puis après les 4 mois, j'ai dit « Non, merci. » J'ai dit « Moi, ça fonctionne pas, là. Je suis sur le bord de faire un burn-out.
Je travaille plus que quand c'était ma propre compagnie. Donc, je vais descendre de ce poste-là. Je veux step down. Donnez-moi une démotion. Fait que là, au début, ça a été drôlement accueilli parce que les cofondateurs de Douda, qui sont le CEO puis le CTO, ils étaient comme « Ah, ben OK, tu sais, François, c'est un peu dommage. On avait investi en toi, on pensait que ça allait fonctionner, que tu étais all-in à ce niveau-là. Par contre, on veut que tu sois heureux, on veut que tu restes. Donc, aucun problème. On va restructurer notre leadership dans ces disciplines-là. Et puis toi, tu pourras avoir un focus plus local. » Puis par ça, ce qu'on voulait dire, les deux parties, c'était de dire occupe-toi plus de ton bureau au Québec, qui est maintenant le bureau de Snipcart, qui est le bureau canadien de Douda. Occupe-toi plus de ce bureau-là, puis occupe-toi plus de ton produit, c'est-à-dire Snipcart, une solution de commerce en ligne qu'on intégrait, en ce moment, en fait, elle est intégrée dans Douda pour faire un produit Douda e-commerce. Douda, juste pour rappeler, là, c'est un constructeur de sites web pour agences numériques. Ça permet à n'importe qui, sans code, de faire un paquet de beaux websites bien designés, tout ça. Puis ils veulent posséder leur propre technologie de commerce en ligne, la commercialiser, la contrôler surtout. Parce qu'ils font affaire avec un fournisseur de tierce partie qui, lui, un fournisseur de tierce partie, tu sais, c'est bien parce que la technologie est toute faite. Par contre, il y a des contrats, il y a des prix, il y a des coûts, il y a certaines features ou contraintes que tu n'as pas le contrôle dessus. Fait que toute l'espèce de logique d'acquisition de notre équipe, notre technologie, tournait beaucoup autour de ça pour Douda. OK. Donc, est-ce qu'on peut mettre des chiffres, François, sur la table pour mettre en contexte les gens? Je pense que Douda est public, fait que j'imagine les volumes d'affaires pour... On peut pas. Ben non, on peut. On peut. Le gars dit non, il s'en va du studio. Non, dans le fond, on peut mettre des chiffres sur la table, mais Douda n'est pas public. Ah, donc, OK. Donc, on reste. Douda, ça fait 13 ans que ça existe. Ça génère dans les, je dirais, moyens ou hauts 8 chiffres de revenus annuels récurrents, communément appelé ARR. La dernière série de financement s'est faite en 2021. C'était une série D. Et puis, si tu me laisses ouvrir TechCrunch, en ce que je le ferai pendant le pod, pas mal sûr que c'était 50 millions US. C'est ce que j'avais en tête aussi, qu'on avait discuté par le passé. Là. Donc, eux, c'est une compagnie qui tourne autour de 200 personnes. Ils ont dû faire des mises à pied là en même temps que le grand mouvement de mise à pied qu'on a vu dans notre industrie tech, un certain pourcentage de la compagnie. Puis nous, tu sais, ça aussi, j'en parle dans l'autre pod, mais tu sais, ça nous a affecté. Il a fallu qu'on laisse partir une petite partie de notre équipe qu'on venait juste de doubler après l'acquisition. Et c'était une des raisons pourquoi ils étaient d'accord que tu t'occupes du bureau de Québec pour s'assurer qu'il y a une certaine rentabilité de ce bureau-là grandissante. Puis là, ils se disaient, bon, mais finalement, c'est bien beau de prendre le produit de Snipcart, l'amener dans Douda, l'intégrer, mais là, il y a quand même peut-être une vache à lait intéressante à avoir un certain cash flow pour un certain profit. Fait que pour eux, d'aller se concentrer là-dessus, c'était quand même vu positif de leur côté parce que ça générait quand même des dollars puis des profits puis c'est en croissance. Exact. Donc, les deux composantes, appelons-les les trois composantes intéressantes dans le deal pour Douda sont les suivantes, OK? 1, une technologie et puis une équipe qui peut vivre dans leur système puis leur permettre de développer une nouvelle ligne d'affaires, le commerce en ligne. Donc ça, c'est une chose. La deuxième composante, je pense que j'en fais juste deux finalement. La deuxième composante, c'est Snipcart, le logiciel Snipcart en soi, parce que c'est pas juste un panier d'achat, c'est une compagnie, c'est un SaaS, Software as a Service, qui roule encore, right? On générait plus d'1 million US en revenus annuels récurrents quand on a été acheté. Ces revenus-là disparaissent pas du jour au lendemain. Oui, il y a moins de temps et d'énergie qui est investi dans Snipcart, mais ce SaaS-là, cette compagnie-là est encore en vie, elle continue de rouler, de croître. Il y avait quelqu'un au marketing du nom de François Lantinado qui avait tellement fait une bonne job que la machine de contenu marketing puis de SEO continuait de rouler. Blague à part, c'est surtout mon équipe des dernières années qui a fait la job depuis moi. Donc, au départ, remets-toi là, tu sais, au contexte, là, quand on a commencé à se parler, il y avait encore des... En fait, non, quand toi puis moi on a commencé à se parler, il y avait le boom de COVID descendait. Là, ça commençait à ralentir, le monde devenait plus frileux au niveau des taux d'intérêt, moins de capitaux disponibles dans les investissements, tout ça. Mais quand on a été acheté, quand on a commencé la négo en 2021,
sais, c'était pas beaucoup au 1 million en revenus annuels récurrents aux yeux d'une compagnie qui en fait pas mal des ordres de magnitude plus que ça, tu sais. Surtout que eux, dans leur analytics, il y avait une croissance boostée par la COVID. Fait qu'ils se voyaient avoir un encore plus gros revenu qui s'en venait. Puis tu sais, le revenu annuel de Snipcart, nous, en tant que vendeurs, on était comme, hey, ben tu sais, c'est gros, c'est cool. Eux, en tant qu'acheteurs, ils étaient comme, ben c'est cool, mais tu sais, on en fait pas mal plus. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est pas pour ça nécessairement qu'on vous achète, tu sais. Mais là, la dynamique de marché qui change, qui devient beaucoup plus conservatrice, avec un accent sur la profitabilité et non la croissance à tout prix. Ça, tu sais, toi, t'en as parlé ad vitam aeternam avec Antoine sur Hypercroissance puis tout ça, si les gens sont intéressés à aller voir ce pod-là. Mais là, ça amène une nouvelle dynamique où est-ce que 1 million, disons, en revenu annuel récurrent, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel tu veux cracher. Tu veux le chérir, tu veux le préserver, tu sais. Fait que, pour revenir à la perspective de Douda, puis où moi je fit dans toute cette histoire-là, c'est que eux, ils veulent premièrement que l'équipe au Québec qui s'occupe d'intégrer la technologie pour développer leur nouvelle ligne d'affaires, veulent que cette équipe-là soit heureuse, soit motivée, et reste. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue technologique, d'un point de vue culturel, c'est un investissement qui est pas à proximité du leadership de Douda. C'est un investissement qui vit beaucoup au Québec, avec une technologie, disons, spécifique plus à Snipcart. Donc, c'est important pour eux d'honorer un petit peu, tu sais, cette composante-là du deal, puis de s'assurer que c'est des partenaires vraiment confiants puis motivés. Parce que qu'il faut que le leadership au Québec, basically, soit aussi motivé pour que ça transcende un petit peu dans le reste de l'équipe, puis que cette relation-là aille bien. Fait qu'il y a comme un jeu de, bon, les gens vont s'en rendre compte, il y a comme un drôle de jeu, pas de jeu de pouvoir, mais presque, tu sais, où est-ce que c'est important que les deux parties soient alignées, puis c'est pas juste un cas de t'as le gros joueur qui arrive et qui dit tout quoi faire. Non, il y a des dépendances qui vivent des deux côtés, tu sais. Donc, ça, c'est le contexte. Après ça, la compagnie Snipcart Inc., qui roule encore, ben, même chose, tu sais. Idéalement, il faudrait que le leadership et les gens qui l'entretiennent, cette solution-là, soient encore de bonne humeur puis positifs par rapport à ça pour que ce revenu-là commence pas à cracher, tu sais. Donc, je pense que ce contexte-là, puis les gars, tu sais, les gars de Douda, je dis les gars, mais tu sais, on était rendus proches, là, c'est les gars avec qui j'ai négocié pendant plusieurs mois. Ben, les gars de Douda, ils étaient conscients de ces choses-là, puis ils les exprimaient, tu sais. Ils disaient, tu sais, Frank, nous, ce qu'on veut éviter, c'est aussi une espèce d'effet boule de neige. Où est-ce que, si toi, tu pars insatisfait, dans des mauvais termes, ben, peut-être que on veut pas que ça fasse un effet d'entraînement puis que ça tâche un petit peu l'ambiance ou les décisions du reste de ton équipe, qui est encore crucial pour nous. Donc, on est dans cette optique-là où est-ce que ces leaders-là sont conscients que mon départ, de façon générale, doit être bien géré. Puis là, je mets un petit peu la charrue en avant des bœufs. J'ai tout le temps peur de me tromper quand j'utilise cette expression-là. Mais je pense que je fais comme un preview de tout ce qu'on s'apprête à parler. Puis je vais reculer un petit peu pour que les gens comprennent pourquoi François Lantier-Nadeau, après avoir vendu ta compagnie Snipcart à Douda, après avoir refusé le poste de VP, t'as décidé de partir. Tu sais, c'est une question que je me suis fait poser 500 fois dans les derniers mois. Puis je pense que ça vaut la peine de conter une petite histoire personnelle pour que les gens réussissent à peut-être se mettre dans mes souliers ou du moins savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, de mon côté, Joe, tu sais, je t'en ai parlé, je pense, dans les premiers pods, mais toujours un petit peu de difficulté avec l'autorité. Avoir des boss par-dessus moi, des managers par-dessus moi, ça n'a jamais été mon forte. J'ai eu la chance d'en avoir qui étaient excellents chez Spectrum puis qui ont su me gérer comme l'espèce de adolescent adulte que j'étais. Mais n'en reste pas moins que ce que j'ai toujours dit, c'est j'aime ça être un joueur critique dans un environnement de travail. Parce que si j'ai pas une certaine pression ou un certain niveau de responsabilité, je me démotive, je perds le focus, je sais pas si c'est une question d'ego ou quelle partie de ma psychologie fait ça, mais ça a toujours pas mal été ça. C'est comme ça remonte au camp de jour, là. Genre quand j'étais
juste un aide moniteur, mettons, sans vouloir shout-out à tous les aides moniteurs au camp de jour. Mais j'étais, tu sais, je faisais à moitié la job, j'étais pas motivé, etc. Par contre, la fois que, comme par chance, j'avais eu un poste de gestion de camp de jour, là, un peu là, l'espèce de chef du camp de jour du site local, man, chaque matin, je me levais puis j'étais comme, pas le choix, ce monde-là, on dépend de moi. Si je me pointe pas, il y a des parents frus qui vont tomber sur des moniteurs, nanana. Fait on dirait que, tu sais, quand il y a un certain niveau de responsabilité, je show up. Puis là, ce que j'avais mal calculé dans toute mon histoire de démotion puis de refuser un peu de continuer le poste de VP. Non, j'ai dit VC tantôt. Non, j'ai pas encore assez de capital pour être VC, mesdames et messieurs. Donc, ouais, quand j'ai refusé ça, on dirait que j'ai oublié, c'est comme cette dimension-là de ma vie, de ma psychologie. Puis j'étais tellement focus sur, je travaille trop, je suis brûlé, je veux pas faire un burn-out. On a déjà fait un burn-out, c'est de marde. Fait que je vous suggère tout d'éviter ça si possible. Fait que tout ce que je voulais, c'est réduire la charge de travail, me recentrer sur mon équipe, sur mon lifestyle, essayer le plus d'investir dans ma santé, équilibre, right? Mais en faisant ça, je me suis quand même un petit peu tiré dans le pied. Parce que grosso modo, ça Joe, ça commençait à se passer pendant qu'on enregistrait le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Fait que je t'avais comme dit, on verra ce qui se passe. Puis ce que j'ai vu qui est arrivé, c'est maintenant, Frank t'a pris un rôle de product marketer et puis de product manager, un genre de double rôle. Puis comme de fait, c'était concentré ce rôle-là sur le commerce en ligne pour Douda. Parce que ça faisait partie du deal. Recentre-toi sur ton équipe locale au Québec. Recentre-toi sur la priorité de ce deal d'acquisition-là qui est le commerce en ligne pour Douda via la technologie de Snapchat. Donc, qu'est-ce que ça fait pour moi, ça? Ça fait que, encore une fois, je retombe à 100% dans l'industrie du commerce en ligne et du e-commerce. Puis alors que j'avais peut-être des membres d'équipe, des joueurs ou des employés, tu sais, que je pouvais dire, alright, tu pourrais-tu m'analyser comment se positionner versus tel joueur ou va donc checker les features de tel compétiteur puis on va tourner ça en blog post ou je vais en parler dans une conférence, tout ça. Ben là, c'était moi qui faisais ces choses-là. Fait que ça peut sembler naïf là, comme commentaire, mais dites-vous que si pendant 9 ans de votre carrière, à chaque 2 mois, vous êtes sur la page de pricing de Shopify à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font avec ça, puis c'est quoi déjà qui est dans un plan versus l'autre, comment nous on se différencie de ça. Moi, j'en avais ras-le-bol de ça. Je l'avais beaucoup, beaucoup fait. Puis là, il fallait que je le refasse encore plus en profondeur, avec plus de contexte, plus d'explications pour nourrir puis informer les décisions de toutes les parties prenantes au-dessus de moi dans la nouvelle compagnie, qui est Douda, right? Parce que là, on a un produit d'e-commerce à positionner contre les joueurs comme Shopify ou les autres. Donc là, j'étais les 2 pieds dans le commerce en ligne à traiter de sujets qui, ben franchement, m'intéressaient plus. C'est des sujets super intéressants, puis tu sais, j'ai trippé dans cette industrie-là, mais je suis rendu ailleurs. Puis, en plus d'être dans ce thème-là, qui est un petit peu plus périmé en termes d'intérêt pour moi, j'étais aussi à un niveau de tâche puis d'exécution que j'étais plus vraiment habitué d'être. C'est-à-dire que j'avais des analyses comparatives, des présentations, des négociations avec des fournisseurs, des choses, toutes des tâches quand même stimulantes. Mais c'est plus ça que je me voyais faire dans ma carrière. Fait qu'il y avait comme un peu un clash avec où je pensais être dans ma carrière, puis ce que je faisais pour de vrai, tu sais. Et tu le faisais pas nécessairement de la manière que tu voudrais le faire aussi, François, de ce que j'en comprends, parce que là, tu as des comptes à rendre en haut. Tu peux pas dire un matin, ça me tente pas de le faire, ça, je le fais pas. Non. Faut que tu le fasses parce qu'ils l'ont demandé, ou du moins, ils vont finir par le demander, puis il faut que tu te conformes un peu au moule, refaire des tâches que tu étais habitué avant, que tu avais peut-être passé à autre chose. Mm-hmm. Je t'en pose du champ droit en même temps, à travers tout ça, François, puis sens-toi bien à l'aise d'y répondre, mais il y a probablement le facteur aussi qu'il y a un certain niveau d'aisance qui s'est installé aussi dans le compte de banque en arrière, que tu te dis, j'ai-tu la même motivation de dire je me lève puis j'ai pas le choix de le faire, là, parce que là, rendu à ce niveau-là, on a un peu plus le choix, disons, de dire ouais. Ça vient jouer psychologiquement, là. Ouais, 100%, puis c'est des situations dans lesquelles j'ai jamais été là, de ma carrière, là. L'aisance financière,
mon réseau qui avait explosé, les opportunités qui étaient beaucoup plus nombreuses qu'avant, avoir des boss. Tu sais, fait que c'était très confondant pour moi. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été aussi long. Ça a pris 2, 3, 4 mois avant que je me décide à tirer la plug vraiment. Mais c'est drôle que tu parles de l'argent parce que j'ai vraiment envie qu'on touche là-dessus. Tu sais, bon, moi, à un moment donné, je suis en train de me dire, hey, je m'en vais-tu ou je m'en vais-tu pas? Fait que là, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je fais la même affaire quand j'ai des grosses décisions de vie. Je parle à mes amis proches, je parle aux gens qui ont de l'expérience dans le genre de décision que je vais prendre dans mon réseau. Fait que j'en ai parlé à je sais plus combien de monde, tu sais. Puis c'était vraiment difficile parce que il y a beaucoup de gens avec qui je parlais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une relation fondamentalement différente avec le travail puis avec l'argent que moi. Puis au départ, moi je suis très influençable dans la vie, je change d'idée, je girouette, ça me prend un bout de faire mon own mind, là, ma propre idée. Mais au départ, j'étais quand même influencé par ce que j'entendais. Qu'est-ce que j'entendais? J'entendais genre, Frank, c'est des centaines de milliers de dollars que tu laisserais sur la table pour 1 an et demi. Pourquoi je dis 1 an et demi? Parce qu'il restait 1 an et demi à ma période de earn-out. OK, moi, j'avais eu la majorité de la valeur du deal jour 1, puis il y avait à peu près tiers du deal qui s'échelonnait sur 3 ans, qui rentrait à chaque 3 mois. Donc, des actions puis des bonus de la part de Douda. Donc, en décidant de partir au moment où je suis parti, j'ai laissé roughly 15% de la valeur de mon deal sur la table. Ça représentait plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que les gens me disaient, tu sais, Frank, il te reste juste 1 an et demi. T'es pas malheureux en ce moment. Là. T'as juste à suck it up. La job, c'est pas tout le temps le fun. Genre, c'est normal qu'il y ait des trucs qui te fassent chier. Il y en a que c'est ça toute leur carrière. Puis comme, va chercher cet argent-là, tu sais. Genre, il y a des gens qui n'auront pas cette opportunité-là. Puis il y en a qui disaient même des trucs encore plus hardcore, genre, hey, moi, je me ferais chier longtemps pour avoir, mettons, cette somme de... Je me ferais chier bord en bord pendant 6 mois pour avoir cette somme d'argent. Tu sais, des affaires de même que t'es comme... Au début, ça m'insécurisait, puis j'étais comme... Je suis cave? Tu sais, je suis idiot, ce que je suis en train de faire? Coudon, genre, j'ai donc bien du monde qui me disent que cet argent-là vaut quelque chose, puis que, genre, je suis un petit peu comme... je sais pas, là, genre, enfant roi ou privilégié de vouloir comme juste dropper ça. En y réfléchissant, puis en laissant du temps passer, j'ai pris 1 mois de vacances pendant les fêtes. Là. J'ai dit à mes boss chez Douda, j'ai besoin de prendre 1 mois de vacances, réfléchir à mes trucs, soit vous revenir motivé ou vous revenir avec un plan de transition. Puis en y réfléchissant, puis en laissant le temps passer, j'en suis venu à cette conclusion-là qui était sur 2 dimensions. 1, moi dans la vie, j'aime ça être un joueur critique dans un petit environnement. Je suis pas quelqu'un qui gère nécessairement bien genre le multifactoriel, genre des centaines de paramètres différents. Quand il y a beaucoup de complexité puis de chaos, c'est pas mon sweet spot, c'est pas mon X. Fait que ça, je l'assume, puis tu sais, je l'accepte. J'ai 33 ans, je le sais, tu comprends? Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est ma relation à l'argent puis au travail, elle est différente de la majorité des personnes avec qui j'ai parlé. Ça veut pas dire qu'elle est meilleure, là. Par rapport au travail, moi, j'ai eu la chance de tomber sur l'agence Option de web design et de communication quand j'ai commencé. Ensuite, tomber sur Spectrum et Snipcart, les startups, les SaaS, les produits numériques. Puis, j'ai eu une quantité de fun phénoménale. Pour moi, ça a été un contraste fou avec mes jobs d'ado ou de jeune adulte où est-ce que je me faisais chier, j'étais pas capable de me forcer. Des fois, je me faisais crisser dehors. Des fois, moi, je crissais ça là. Fait que, tu sais, pour moi, pendant 9 ans, 10 ans même, si tu comptes Option, ma relation avec le travail était comme vraiment positive. Là, c'était genre, hey, c'est nice aller travailler. J'ai du fun. Une métrique que je disais que je comptais, je la comptais pas pour vrai, là, mais que je considérais, c'était le nombre de fois que tu laugh out loud, que tu t'esclaffes au bureau, mettons, ou chez toi, là, par jour ou par semaine, tu sais. Des fois, j'en parlais avec mes chums. Ouais. C'est tellement bon, ça. ben oui, vraiment. Puis ça fait du bien. Puis c'est comme, j'avais tout le temps dit, hey, la vie est quand même courte. Si 40 heures par semaine, 80% du temps, tu te fais chier, ou t'es ennuyé, ou t'es pas motivé, c'est comme, oh, ça va être triste, là, dans mon livre à moi, là.
Alors que ça, c'est ma philosophie. Il y en a qui ont quoi d'autre que c'est comme, hey, je fais 35 heures ultra focus, je génère un max de cash, puis après ça, je vais en faire du kite au Pérou, là, je sais pas, là, tu sais. Puis qui vivent genre une grosse richesse de leur vie à l'extérieur du travail, puis je trouve ça malade, je respecte ça, je suis juste pas de même, moi. C'est pas de même que j'opère. Fait que ma relation avec le travail avait toujours été super positive. Fait que moi, de tomber dans quelque chose de juste c'est-à-dire mon nouveau rôle là, de product marketer, product manager, c'était vraiment difficile pour moi. C'est un gros contraste. Ensuite, ma relation avec l'argent. Ben franchement, Joe, quand on a commencé à être profitable avec Snipcart, puis avant que la pandémie arrive, c'est là que j'ai commencé à économiser dans ma vie, que j'ai commencé à genre faire là, avec tout le cash qu'on génère, on pourrait en réinvestir un petit peu, soit dans de l'immobilier ou peut-être acheter une petite compagnie ou tu sais, je voulais me diversifier comme les personnes plus matures que moi ou juste plus matures financièrement que moi faisaient autour de moi, tu sais. J'étais comme tu sais, mais j'étais pas loin dans ce parcours-là, pas en tout. Puis la vérité, c'est que je m'en étais toujours calissé de l'argent. J'avais jamais je voulais faire assez d'argent pour vivre au rythme que je voulais vivre. Je voulais être capable de payer mes trucs. Je voulais avoir du fun. C'était vraiment important pour moi. Fait que, mettons que tu prends cette philosophie-là où est-ce que l'argent est pas seulement crucial, mettons, pour mon bonheur, puis que tu ajoutes justement de devenir millionnaire. Ça, j'en ai parlé avant, tu sais. Moi, j'avais fait un calcul avec ce deal-là que je voulais être millionnaire net après impôt. Si j'étais au moins ça aurait valu à peine. Puis je me disais que j'allais toffer au moins 1 an. Puis finalement, j'ai fait 1 an et demi. Puis je l'ai atteint, ça, tu sais. Fait qu'ajoute ce coussin financier-là dans le background avec ma relation positive avec le travail. J'étais comme, non, là, genre, pour moi, pour qui moi je suis, la bonne décision, c'est de m'en aller. Puis pour me convaincre un petit peu puis me donner le courage de laisser ce montant-là sur la table, comme tout le monde me disait, je me suis mis à me dire, ben c'est quoi le coût d'opportunité de rester puis de prendre ces centaines de milliers-là? Bon, OK, je serais le gars un peu démotivé, je m'en venais un petit peu cynique, un petit peu négatif, je ferais le minimum, je procrastinais. Ça, c'est des affaires que je commençais à faire. Puis je m'aimais pas, man. J'aimais pas ça, voir cette version-là de moi à job. Ça avait jamais vraiment été ça, tu sais. Fait que j'aurais fait ça, pendant 1 an et demi encore. Mais là, t'as des bonus qui continuent de rentrer. Ton network continue, genre, de chiffrer. Puis là, ben, comment tu fais pour te faire plaisir si tu fais un petit peu trop chier à job ou t'es pas assez heureux à job? Ah, ben, peut-être finalement, j'en aurais pris une Mercedes. Ah, peut-être finalement, j'aurais fait construire mon double garage. Ah, peut-être finalement, je serais allé à Hawaii au lieu d'aller à je sais pas où, tu sais. Fait que je pense que le risque, le coût d'opportunité de rester était aussi de vivre une inflation de mon style de vie, puis de me mettre moi-même les menottes dorées dans ça, puis d'arriver au bout de mon 3 ans, de checker mon salaire quand même élevé, puis de me dire, je peux pas vivre sans ça. Genre, les choix que j'ai faits, pour moi, ma conjointe, ma famille, peu importe, là, je peux pas vivre sans ça. Puis ça, man, ça, c'était peurant en crise. Fait que ça m'a comme motivé. Ça, c'est un facteur négatif. Genre, je veux pas rester puis aller vers ce négatif-là. Le facteur positif qui m'a motivé, c'est aussi qu'est-ce que je fais pas pendant ce temps-là? Sur quoi je travaille pas? Qu'est-ce qui me fait pas triper? Qui que je rencontre pas? Sur quel sujet je m'intéresse pas? Puis là, j'ai commencé à faire, tu sais, man, avant le deal, Frank, là, tu commençais à dire, avant le deal, que Snipcart, ce serait pas encore pour 10 ans. Que genre, peut-être un autre 5 ans. Tu sais, tu commençais à tanner un peu du e-commerce. Tu te demandais ce que tu ferais. T'avais cette espèce de chip on my shoulder là de vouloir peut-être me lancer de quoi moi-même, tu sais, pour bonne ou mauvaise raison, on pourra s'en reparler. Mais fait que j'ai dit, tu sais, c'est toutes ces choses-là que tu réaliseras pas. Puis là, après ça, man, ça devient un gut feeling. Là. C'est pas genre je fais pas des spreadsheets. J'ai des amis qui sont genre des geeks de spreadsheets qui vont tout quantifier, tout ce que je viens de te dire, puis vont dire retour sur investissement, sur coût d'opportunité, si tu restes ou pas, c'est ça, c'est ça. Non, à un moment donné, ça devient genre, c'est plus quantifiable, là. C'est plus de l'argent, c'est genre de l'énergie, du bonheur, où que t'es dans la vie, qu'est-ce que tu veux être. Puis là, c'est ça, là, je viens encore une fois, là, classique, faire une grosse tirade, là, mais ça a été un peu ça mes réflexions, man. J'ai une question pour toi, François, d'entrepreneur à entrepreneur. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de très perfectionniste? Je vais répondre de quoi, là, puis bon, j'ai le défaut pour la qualité d'être transparent, fait que je vais juste te le dire de même. Malheureusement, ce que les autres pensent de moi dans la vie, ça m'importe encore beaucoup.
Donc, quand je sais que je fais une tâche ou un travail ou un projet qui va être beaucoup exposé aux autres puis aux opinions des autres, j'ai tendance à pencher plus vers le côté perfectionniste. Pour le reste, Joe, pas vraiment. Je suis quand même lâche puis je suis OK avec good enough. Entrepreneurs et dirigeants qui nous écoutent, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait de la cadence et de la performance de vos équipes de développement logiciel? Eh bien, sachez qu'OpenMind Technologies et dev2co.com peuvent vous aider à améliorer la cadence dans vos développements de produits en dédiant une équipe ultra performante pour vos projets. N'hésitez pas à nous écrire directement via le site dev2co.com, donc DEV, le chiffre 2, CEO.com, ou directement sur LinkedIn. Il me fera plaisir de discuter personnellement avec vous de comment nous pouvons vous apporter de la valeur dans votre organisation. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Puis, je suis super content de ta réponse parce que j'ai une théorie en tête qui, moi, des fois, est problématique de mon côté. C'est que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, les perfectionnistes ont de la difficulté à prendre de grandes décisions parce que souvent, les grandes décisions ont tellement de variabilité de succès ou d'insuccès qui est grand. Donc, c'est super difficile de prendre des décisions difficiles. Puis, de ce que moi, je vois que toi, tu as pris cette décision-là, c'est vraiment pas évident pour un humain de prendre ce genre de décision-là. Puis c'est en plus quelqu'un qui est ultra perfectionniste, c'est le genre de décision que normalement un ultra perfectionniste aurait fait hey, là, à ta minute, il faudrait que ça soit parfait pour que je prenne la décision, mais malheureusement, ça peut pas être parfait. Là. C'est juste pour confirmer ma propre théorie. Ouais. Non, c'est excellent. C'est une bonne parenthèse. J'ai le goût de conter une micro-histoire. Toi et moi, on a été introduits par un ami commun qui s'appelle Mathieu Dumont, qui était associé chez Didact, qui ont été achetés récemment par GSoft. Puis, quand j'étais dans mes phases de réflexion, hein, Mathieu, là, for the record, on est allé prendre une bière à Souche, je pense, à Stoneham, à Québec. Puis, Mathieu était pas stressé pantoute avec l'argent laissé sur la table. Il en avait rien à foutre de ça. Puis, à un moment donné, il m'a juste dit, Frank. Il dit, tu sais, là, avant de vendre, là, tu te rappelles comment tu m'as expliqué pourquoi tu as négocié ton deal de telle manière? Là, je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Là? Il dit, tu m'avais dit mot pour mot, après 1 an, si je suis pas heureux puis je suis pas content, je peux m'en aller puis je vais être millionnaire net. Je dis, ouais. Il dit, ça fait combien de temps? Je dis, ça fait 1 an et demi. Il dit, t'es-tu content? Je dis, non. Il dit, bon, ben, tu sais. genre, fais le move, ferme ta gueule, fais le move, genre. Mais tu sais, lui, c'est un entrepreneur pur et dur, là. Tu sais, il y a comme une fibre de fucking Beauce ronge, je sais pas, là. Mais, c'est la Beauce qui est, maintenant. En tout cas, je m'excuse, Matt, si c'est pas de là. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que j'ai beaucoup eu peur de ce que le monde allait dire, tu sais. Mais au final, c'est un succès, cette histoire-là, là. Tu sais, il y a combien, mettons, de startups qui vont vendre pour un multiple d'un 2 chiffres, alors que eux sont en bas de 5 millions de revenus annuels récurrents, qui vont bien s'entendre entre fondateurs malgré tout, puis tout le monde est ami encore. Là. Right? George, je m'en vais au Liban avec bientôt, tu sais, Vince, no bad blood, je l'aime, on se parle pas beaucoup, mais tu sais, il voyage à travers le monde à cette heure. Charles, je veux dire, on joue à Warzone, on se voit, je vais le voir au bureau encore. On a encore l'amitié de tous les fondateurs, les cofondateurs. Ben moi, j'étais comme un late co-founder, mais whatever. On a ça. Après ça, on a développé des Christy de belles relations avec ceux qui nous ont achetés, le leadership chez Douda, certains employés chez Douda qui m'ont écrit des affaires super belles quand je suis parti, du monde que j'admire, que je vois passer sur LinkedIn, puis je suis comme fuck yeah, let's go, tu sais, genre je suis content pour eux. Après ça, je suis parti sans bad blood avec le leadership, comme je dis, tu sais, genre j'ai démissionné, puis à un moment stratégique où je n'étais plus critique dans les opérations, en ayant step down, j'ai enlevé le poids qu'il y avait sur ma présence, mon output dans cette compagnie-là. Aussi, j'ai fait ça après les moments rocambolesques de « Oh, finalement, les marchés vont pas bien, il y a des mises à pied. Oh, finalement, 1 an et demi en différé, t'as des gens qui sont pas heureux de l'acquisition puis qui partent. Oh, il faut rembaucher pour remplacer ces gens-là. » Tu sais, tous ces remous-là qui viennent, des fois, c'est des ondes de choc qui te pognent plus tard après le deal. Ben, on les avait passés. Fait que je suis parti, je regardais ça un peu d'un point de vue macro, j'étais comme, si je m'en vais en ce moment, là, ou juste je me fais frapper par une bus en ce moment, tout roule, tout est good. Puis ça, là, ça m'a quand même donné beaucoup de confiance de faire le move parce que j'étais comme, t'es pas un asshole, man. Tu pars pas dans un crunch,
Tu laisses pas tomber les gens, puis même si, excuse-moi l'expression, mais si tu avais fait un peu le concept de rester en place, un peu la sangsue, dire je vais prendre tout ce que je peux aller chercher de mon earn-out, je vais en faire le moins possible, je mets ça sur le cruise control, ben ça en réalité, tu aurais laissé peut-être tomber un peu l'équipe puis les gens qui t'ont fait confiance à travers tout ça. Je trouve intéressant que tu parles de Mathieu Dumont, de Didact, puis de G-Soft, parce que en parlant avec toi, on regarde un petit peu les chiffres de Douda. C'est un petit peu les chiffres de G-Soft. G-Soft a fait l'acquisition de Didact dernièrement. Donc, Mathieu est en train de vivre un peu ton histoire dans ses souliers à lui à travers tout ça. S'il y en a qui sont intéressés là, à entendre un peu l'histoire de Didact, épisode numéro 9, Mathieu Dumont, vraiment un homme de cœur qui s'est livré en toute transparence. Et si vous voulez en savoir plus sur G-Soft, épisode numéro 1 avec Simon Deben qui explique comment sont partis de zéro à au-delà de 100 millions US de chiffre d'affaires, mais ça, il y a un petit similarité entre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Écoute, là. Je pense que leur histoire a beaucoup de similarités avec la mienne, mais ils ont une saveur beaucoup plus locale que la mienne. Moi, c'est de la cuisine du monde, mon chum. Genre, il y a eu l'Israël, le Brésil, les États-Unis, les religions, les cultures, les langues, l'hébreu. Alors que eux, je pense, je leur souhaite, en fait. Tu sais, Matt puis moi, on en a parlé, mais pas tant que ça du deal. Tu sais, les affaires, tu peux pas dire. Puis t'es juste occupé en crise, là, une fois que tu vends ta compagnie puis tu fais une fusion, là. Fait que je leur souhaite juste que la proximité culturelle, langagière, du temps, time zone, des devises, du légal, ça allait simplifier la transaction. Question pour toi là-dessus. Hein? Question pour toi, François. Ouais. Si Douda avait été québécois, puis qu'il fait l'acquisition de, à ce moment-là, Snipcart, serais-tu encore là aujourd'hui? Hey man, ça c'est rough quand même comme question. Je vais dire que oui. Je pense que oui. Je vais m'expliquer, là, juste pour donner du contexte. Je pense que toutes les irritants ou les challenges que j'ai vécus, il y avait une significative portion qui venait de la complexité d'être multi-pays, multilangue, multiculture, distance, beaucoup la distance dans le temps puis dans c'est con, mais juste tout le monde ne travaille pas sur le même fuseau. C'est des choses que j'ai pas grandi de même professionnellement, fait que j'ai pas le muscle pour ça. Puis je suis un gars je suis un gars émotif, je suis un gars transparent, j'aime ça parler, être proche, voir le monde, rire, avoir du fun. Puis si j'avais pu avoir ces choses-là, cette proximité-là, avec les gens qui nous auraient acheté, peut-être que ça aurait changé de quoi, ouais. Peut-être. Mais tu sais, là, on est dans l'univers infini du what if. C'est quand même intéressant d'explorer cette dynamique-là parce que t'as l'air quelqu'un qui aime être beaucoup hands-on, d'être avec les gens en présentiel, de rire, de connecter avec les gens. C'est tout le temps plus difficile à travers un écran, sur un fuseau horaire différent, dans une autre langue. Fait qu'on rajoute plusieurs couches de complexité qui enlèvent un peu de plaisir à chacune des couches, là. Donc, j'étais curieux d'avoir ton point de vue sous cet angle-là. En même temps, Joe, je te dirais, cette complexité-là, l'autre côté de la médaille, c'est une richesse, right? C'est-à-dire que découvrir la culture tech à Tel Aviv en Israël, apprendre comment la culture de travail s'organise dans les milieux israéliens versus américains versus canadiens, comment motiver des équipes qui sont distribuées à travers le monde, comment réfléchir à l'impact des fluctuations des devises sur ton revenu mensuel, revenu annuel. Toutes ces choses-là, montrer du leadership justement à distance quand tu as des centaines d'employés mais qui sont pas à côté de toi. Tout ça, j'ai appris sur ces choses-là. C'est une exposition à ça que j'aurais jamais eu si c'était une compagnie québécoise localisée plus comme Snip, là, tu sais. Fait que ça venait avec les deux côtés. Puis, ben franchement, je pense peut-être plus de capital à l'international. Ben ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, effectivement, là. Mais des fois, c'est ce qu'on trop entend. de capital, c'est comme pas assez. C'est une corde que les gens peuvent se pendre avec parce qu'il faut quand même donner du rendement au final. Puis c'est peut-être ça une des différences, entre autres, entre Douda puis G-Soft. G-Soft est également capital fermé, mais il n'y a pas d'investisseurs externes, du moins ce qu'on a comme information. Donc, il y a moins de comptes à rendre à des gens qui sont là pour l'argent d'abord et avant tout. Donc, on peut privilégier le long terme plus que le court ou moyen terme. C'est une pression puis une culture différente à ce moment-là qui est transmise dans l'ensemble des couches de l'organisation. Donc, il y a cet élément-là qui peut être différent là, dans ce qui se passe avec Didact puis G-Soft, là.
moi, en business, j'ai été élevé par basically Michael Mainguy-Bédard puis Georges Saad, mes deux boss, amis, nanana. Puis ces gars-là avaient des comptes à rendre à leurs clients puis leurs employés. Puis souvent, leurs employés, il y en avait une partie qui étaient des amis. Fait que la notion d'imputabilité, pour moi, elle a vécu toujours dans ces sphères-là. Puis quand j'ai vu chez Douda, justement, l'intensité de l'imputabilité, quand tu as plusieurs fonds, certains nationaux, certains internationaux, qui ont de l'intérêt, de l'équité dans ta compagnie, qui s'attendent à comprendre, approuver, superviser les décisions stratégiques que tu fais, ta croissance, puis voir pas la pression, mais le sérieux avec laquelle le leadership prenait les board meetings, puis la quantité de présentation, puis de justification, puis de contexte qui était produite pour que ces gens-là sign off, puis soient confiants, puis soient sécurisés, puis soient craqués. Moi, ça, j'ai trouvé ça tough, là. Puis je n'étais même pas dans les board meetings, là, tu comprends? Mais juste voir ça, j'étais comme, ouais, pas habitué à ça. C'est vraiment beaucoup de structure. Ça s'apparente pratiquement à une compagnie en bourse là, qu'il faut qu'ils donnent de manière très rythmée des résultats et du reporting aux gens autour. Là. Question pour toi. Puis vas-y, François, si tu avais un point que tu voulais rajouter. Non, j'allais juste dire, tu sais, pour genre la loupe narrative, c'était juste pour la boucler. Moi, une fois que j'ai pris la décision, en fait, je peux... Voici ce qui est arrivé. Noël a passé, j'ai eu le temps de réfléchir, mais pas autant que je voulais. Là, ma blonde est comme, ben là, fais 3 mois, puis tu verras, genre. Parce que comme je disais, la fraction de mes actions puis bonus qui restaient dans mon deal rentrait à chaque 3 mois. Fait que t'avais cette drôle de dynamique d'incentive là aussi, là, segmenté dans le temps, pas trop longtemps, tu sais. En tout cas, fait que là, je me suis dit, regarde, fuck off, je vais faire 3 mois, je vais me forcer, je vais donner une vraie chance à ce rôle-là, essayer d'être plus pleine conscience dans les tâches que j'ai à faire, puis arrêter de philosopher puis d'overthinker, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est bon, je rentre à la job, parle avec le CTO, je dis, all good, motivé pour la nouvelle année, nanana. C'était peut-être un mardi, genre. Le vendredi, le CMO, qui est plus là maintenant, m'amène un sujet vraiment hardcore dans une discussion qui est comme, tu sais, François, pourquoi est-ce que tu penses que les ventes, mettons, adoptent pas assez vite notre nouvelle solution de e-commerce? Penses-tu qu'elle ne répond pas, genre, exactement aux besoins de nos agences numériques, nos clients, tout ça, tu sais, puis comme un gros challenge de fond sur la stratégie, juste comme de base de pourquoi qu'on a acheté Snipcart, puis pourquoi qu'on... puis tu sais, lui, il voulait bien faire, là, tu sais, il était quand même nouveau, je pense que ça faisait 6 mois qu'il était là, puis il voulait bien comprendre, challenger, whatever. Puis moi, man, j'ai genre dit, ben, voici ma réponse de bonne foi, Miko. Oh, shout out. Il est vraiment nice. On est encore en bon terme. Puis j'ai comme dit, bon, tu sais, il y a de l'éducation au niveau des équipes de vente à faire. Faut aussi aligner les incentives des vendeurs par rapport à la composante de commerce en ligne en ce moment. S'il y a des incertitudes dans leur pitch ou dans closer un deal, s'ils parlent ou pas de e-commerce, ça va influer. Tu sais, j'ai comme expliqué ce que je voulais dire. J'ai dit, veux-tu que je te dise ma vraie réponse maintenant? J'ai dit, ouais, sure. J'ai dit, I don't care anymore. C'est plus mon problème. Puis quand je me suis entendu dire ça dans un call avec le CMO, j'ai fait, ouais, man, je pense que c'est peut-être le temps que tu prennes tes clics, tes claques. Parce que c'est pas, tu veux pas être that guy, là, tu sais, come on, tu sais. Puis le lundi d'après, un de mes genres de mid-managers qui était sur le top de moi pour le rôle de product manager, il était comme là, François, tu sais, t'es revenu de vacances, tout ça. Je sais que t'as comme 2 rôles, mais ça va être important de très bien définir tes tâches, tes responsabilités. Moi, j'ai besoin de savoir sur quoi je peux compter pour toi, tu sais, tout ça. Puis il m'expliquait ça, puis je dis, ouais, sure, t'as besoin de ça quand, tu sais. Quand d'ici, genre, aujourd'hui ou demain, ou idéalement à la fin de la semaine. Puis là, dans ma tête, j'étais en train déjà d'écrire ma lettre de démission. J'étais comme, non, je peux pas. Puis j'ai juste dit, écoute, va falloir que je parle aux 2 cofondateurs, là, on se reparle. Là. Puis finalement, le lendemain, tu sais. Fait que le vendredi que je suis rentré la première semaine, après ça, il y a eu le lundi, ça. Le mardi, j'ai envoyé ma lettre de démission. Fait que j'ai pas fait le 3 mois. Puis comment ça se passe un coup qu'on remet sa lettre de démission puis que là, on dit, OK, c'est scellé, on a laissé de côté quand même beaucoup de sous. Est-ce qu'il y a des remords? Est-ce que tu t'es réveillé en cauchemar cette nuit-là ou tu t'es dit le lendemain, non, j'ai fait un bon choix puis je suis sorti de la cage dorée puis c'est correct, là? Mais la vérité, c'est ça. C'était même pas une cage, c'est un super bel environnement de travail. J'étais juste pas sur mon X. C'était à propos de moi, pas d'eux, là, tu comprends? Bon.
Moi, la première affaire que j'ai faite, Joe, j'ai demandé à mon avocate de rechecker mon contrat de travail puis mes affaires parce que asti que ça me tentait pas de faire un move qui me tirait dans le pied. Puis, tu sais, je suis encore actionnaire de cette compagnie-là. Là, puis j'y crois, là, genre, je sais que ça va marcher. Puis c'est ça, tu sais, je vais être sûr d'être respecter les conditions mises en place. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui viennent avec ça, genre des clauses de non-compete, des clauses de non-sollicitation. Fait que, tu sais, faut que tu catches un petit peu c'est quoi tes paramètres pour la suite pour pas foutre le bordel avec ces acquis-là que tu as avec cette compagnie-là, ces actions-là, tu sais. Fait que ça, puis une affaire que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je donne 45 jours de notice. Fallait que je donne 45 jours, c'était dans mon contrat, c'était écrit de même, tu sais. Fait que ça aussi, c'est con, mais ça a pesé parce que j'étais comme, une fois que je prends la décision puis que je l'affirme, il y a 1 mois et demi qu'il faut qu'il passe encore avant que ça soit le fini, couloir de la mort pendant 45 jours. Même pas, comme je te dis, c'était pas un couloir de la mort, c'était juste le couloir que j'ai pas le goût d'être dans ce couloir-là. Mais ouais, fait que moi ce que j'ai fait, c'est j'ai dit au CEO puis au CTO, j'ai dit écoutez, je m'en vais, je suis plus critique, je suis plus motivé, puis avant de devenir une force négative dans l'équipe puis pour la compagnie, je veux partir en bon terme, partir, tu sais, un peu quote unquote au top. Fait que j'ai dit ça, puis j'ai dit je vous laisse 45 jours parce que c'est écrit dans mon contrat, libre à vous de le prendre ou pas. Puis eux, ils ont dit, tu sais, qu'ils étaient déçus, mais qu'ils comprenaient, puis je pense qu'ils étaient contents que je prenne le move puis je fasse l'initiative aussi, parce que comme tu dis, tu sais, d'avoir, mettons, un ex-fondateur qui traîne puis qui livre pas à moitié puis qui est pas full dans un bon mindset puis tout ça, ça a arrêté de la gestion de merde pour eux aussi. Fait que je pense qu'ils reconnaissaient un peu cette authenticité-là de la décision puis ils étaient contents. Mais ils ont pris le 45 jours, ils ont dit oui, ça va être ta dernière date. Les HR m'ont écrit, puis ils ont genre dit ta dernière date, ça va être dans 45 jours. J'ai fait OK, sure. Finis les tâches que t'as à faire. T'sais, moi, c'était pas tant de trucs à faire, là. Je négociais avec un fournisseur, puis il me restait 1-2 autres affaires. Fait que je n'ai plus profité, je te dirais, pour finir les tâches que j'avais à faire, mais aussi boucler la boucle de certaines relations, dire au revoir comme il faut à certaines personnes qui étaient chères pour moi, soit chez Snipcart ou chez Douda. Réfléchir aussi à la suite, placer mes pions pour la suite un petit peu tranquillement. Et puis, ça n'a pas été les 45 jours les plus productifs de ma vie, mais c'est ça s'est super bien fini. Puis juste pour te donner une idée, il y a un des directeurs de l'Israël qui est à Québec là, cette semaine, plus à la semaine que ça va sortir, là, mais bon, je vais aller dîner avec lui, puis je vais aller faire une activité avec l'équipe. Je suis en bon terme avec tout le monde, je les aime vraiment, puis ils ont changé ma vie, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant. C'est ça, qu'à un moment donné, ça finit. Question pour toi, François. T'avais avant l'acquisition d'Ouda de Snipcart, quand même une belle business qui était en croissance, il y avait une profitabilité qui était là. Si on fige le moment à cette étape-là, puis on regarde aujourd'hui, est-ce que tu referais ce parcours-là, bien que tu as appris beaucoup de choses, puis tu as peut-être appris encore à mieux savoir ce que tu voulais dans la vie, mais de dire, est-ce que tu te dis aujourd'hui, je leur ferais le mouvement d'avancer ou je resterais avec mon entreprise? Puis un peu dans l'optique pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être parfois dans cette dynamique-là, qui se font approcher beaucoup par des gens pour des acquisitions. Je serais curieux de voir après tout ce bagage-là puis de parcours exploré aujourd'hui, là, le François Lantinado là, de ce moment-là. Est-ce que tu dirais go, vas-y ou repense-y 2 fois? Oui, go, vas-y à 100%. Quand tu le sais, pourquoi que tu le fais? Moi, ça m'a pris un bout à le savoir là, pendant qu'on négociait, mais une fois que je l'ai su, je pense que j'en avais parlé dans le pod aussi, ça, avec toi, mais une fois que je l'ai su, tu sais, retraite à ma mère, indépendance financière, augmenter les conditions de mon équipe et puis ouvrir des portes, puis établir un peu plus de crédibilité dans le milieu des startups au Québec. Toutes ces choses-là là, sont toutes cochées, ça va tout fonctionner. J'ai des super belles relations qui sont sorties de tout ça, qui sont orthogonales à tout ça, right? Tu sais, comme toi puis moi, ça n'a pas rapport avec Snipcart puis Douda, mais l'histoire que j'ai eue avec Snipcart puis Douda a fait qu'un ami en commun nous a mis en contact pour qu'on en parle, tu sais. J'arrête rien de tout ça, tu sais, parce que je l'ai fait pour des bonnes raisons puis j'ai réussi à les atteindre, ces objectifs-là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que on a été foutument chanceux dans le timing. Ça, c'est genre quelque chose que si on avait fait des maths là, par rapport à combien on pourrait exit si on continuait à croître, mettons, au même rythme qu'on avait notre croissance pendant la COVID. Je pense que on s'était dit, dans
5 ans, on peut genre vendre pour le double peut-être de ce qu'on se fait offrir là. La vérité, dude, c'est que si tu regardes tous les développements macroéconomiques, technologiques qui se sont passés depuis, jamais dans 100 ans. Ça serait pas arrivé. On serait passé bootstrap, indépendant, à travers le crunch macro. On aurait peut-être perdu des clients, peut-être qu'il aurait fallu renvoyer des gens, peut-être qu'il aurait fallu se refinancer un petit peu plus auprès de l'agence de service qui nous avait financé par le passé, Spectrum. Ma motivation, on aurait été où? Tu sais, à un moment donné, là, des fois, t'as des fenêtres d'opportunités qui ouvrent, puis comme, tu plonges, puis tu regardes pas en arrière. Fait qu'il manquait peut-être un 3 à 6 mois, puis le deal aurait probablement pas été signé, ou ça aurait peut-être juste tombé dans l'abysse qui est arrivé au niveau de la valorisation des secteurs techno, puis le retour vers la profitabilité qui est à tout prix. Là. 3, non, 6 mois probablement. Ouais. L'affaire aussi, c'est que ce qui est plus facile pour moi, je pense, c'est que j'ai comme eu un deuil incrémental de mon passage chez Snipcart puis de la fin de Snipcart à travers tout ça. Après avoir été devenu CEO puis commencer à me dire je pourrais peut-être faire autre chose dans 5 ans, nanana. Après avoir vu la COVID, après avoir vendu la compagnie, puis avoir de contrôle dessus, tu sais, devenir VP, puis être VP, envoyer un peu de gens, tout ça là, tu sais, j'ai quand même l'impression d'avoir eu des petits deuils, tu sais, tout le long, puis comme c'était juste une genre de mort naturelle à la fin, puis c'était comme c'est correct, j'ai comme eu le temps de me préparer. Puis c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, by the way là, c'est pas genre dire que je suis le CEO de Snipcart ou genre travailler sur un logiciel e-commerce. Ce qui me manque le plus, c'est les amis et les collègues que j'avais. Tu sais. De pouvoir chaque jour, quand tu veux, aller dans un bureau qui est nice, avec du monde vraiment nice, que tu peux avoir des inside, fucker around, aller marcher, aller chercher un lunch, cruncher sur des trucs ensemble, tu sais, dans une salle. Toutes ces choses-là, tu sais, c'est ça qui me manque. Puis on prend beaucoup ça pour acquis aujourd'hui avec le contexte économique de pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est un article que j'ai fait sur LinkedIn, pas un article, mais un post dernièrement, justement, en lien avec les fameuses pannes électriques qu'on a eues. Incroyable de dire, juste de prendre une douche à l'eau chaude après 2-3 jours qu'on n'a plus d'électricité, du mon Dieu, on est chanceux, mais je faisais le parallèle avec à quel point on est chanceux parfois dans nos environnements de travail, de travailler avec du monde le fun, du monde motivé dans des beaux bureaux, mais tout le monde prend ça pour acquis aujourd'hui, puis on se rend plus compte de la chance qu'on a, pareil comme l'électricité au bout de nos doigts quand on allume une lumière. Mais ça, il faut prendre un moment de s'arrêter. Puis je pense qu'il faut le mettre dans l'équation aussi à travers tout ça, là, dans chacun de nos startups, dans nos entreprises, puis dans nos équipes de travail. Je suis pas juste un bullshitter poétique. Là. Genre, les gens que j'ai aimés dans ma compagnie, j'ai gardé un lien avec tous ces gens-là. Puis si vous voulez avoir un exemple, allez voir l'épisode de Ça se passe, mon podcast, que Émilie Carignan, qui est une personne qui a fait partie justement de ces layoffs-là, qu'on a travaillé ensemble peut-être 1 an et quelques, puis qu'elle a vu Snipcart Bootstrap, Snipcart en train de se faire acquérir, Snipcart après Douda, tout ça. Tu sais, cette fille-là, je l'ai gardée dans ma vie, tu comprends, genre, parce que justement, j'avais l'impression de pas avoir rempli certaines promesses que j'y avais faites avec toute cette aventure-là. Non, c'est ça. Fait que comme tu dis, je pense qu'on prend ces choses-là pour acquis, mais après ça t'éduque sur qu'est-ce que tu veux faire par la suite, puis comment tu veux construire ces projets-là. Puis moi, en ce moment, le projet sur lequel je travaille, tu sais, j'ai 2 gars que j'ai toujours respectés. Il y en a un que j'avais voulu travailler avec, puis j'avais pas pu. L'autre, j'avais travaillé avec, mais là, il était parti ailleurs. Puis en ce moment, il m'aide, tu sais, à temps partiel dans mon projet, puis on va voir si ça va plus loin, tout ça. Puis j'ai la chance là d'être comme coude à coude, à se prendre à moitié au sérieux, mais aussi à travailler sérieusement. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est vraiment similaire à des relations qui finissent bien, je trouve, là, de humaines. Là. Tu sais, des fois, t'arrives à une croisée de chemin, puis c'est comme, right, c'est fini. Tu sais. En rétrospective, qu'est-ce que tu ferais de différent? J'en ai de ça, j'en ai plein. Premièrement, j'étais tellement stressé de comment mes employés allaient réagir quand on a annoncé l'acquisition, que mon niveau de storytelling puis de promesse quand j'ai annoncé la nouvelle de la vente, il était un petit peu trop élevé par rapport à la réalité qu'on s'en venait vivre. Je pense que j'ai vraiment voulu peinturer genre le meilleur des 2 mondes, puis les voyages qui se passeraient, puis il y a des choses là-dedans que ça a juste pas été vrai. Je le faisais pas avec des mauvaises intentions, je voulais que tout le monde soit motivé, tout le monde reste, puis je croyais à ce moment-là les choses que je disais. C'est juste que je pense qu'il était pas nécessairement réaliste.
Puis je pense qu'ils ils nous ont coûté probablement facile 1, 2, 3 personnes peut-être, là. Mais en même temps, dans des fusions comme ça, il y en a toujours là, des coûts parallèles. Des dommages collatéraux. Merci. Quel bon hôte de podcast. Ouais, tu sais, il y en a tout le temps. C'est juste normal. T'sais, les choses changent, la culture change, les outils changent, les processus changent. Il y a du monde qui s'y retrouve moins, puis c'est juste normal. Fait que ça, mieux gérer l'annonce, puis les promesses, puis la gestion des attentes. Une autre affaire, c'est mieux planifier l'intégration de notre compagnie dans leur compagnie. Ça, là, des mois après le deal, des fois, il y avait une partie de mon équipe qui savait pas qui faisait quoi dans l'autre équipe ou qui savait pas qui contacter, pour quelle raison, pour quel sujet. Ça, on l'a échappé, genre, complètement. Puis, j'ai aussi échappé la trajectoire de carrière de certains membres d'équipe que j'étais un petit peu en mode, we'll figure it out. Puis, anyway, il va y avoir plein de projets, autant du côté de Snipcart Core que de Douda. Puis, tu sais, je vais juste y aller. J'aurais dû designer ça, peut-être que ça fasse partie du deal, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à des impasses qui étaient comme, ben là, je travaille pour ça, qu'est-ce que je fais, hein? Puis qui n'étaient pas nécessairement contents, tu sais. Fait que ça, je l'ai échappé aussi. Qu'est-ce que je ferais différent? Je méditerais plus, même, pendant le deal, là. Tu sais, j'essaierais d'être plus relax, de faire plus de sport pendant le deal, pendant la négo, pendant la transition. J'étais très chargé, là, psychologiquement. J'essaierais d'être plus empathique, plus ouvert à mes amis, mes cofondateurs quand on a des désententes, mésententes. Je sais, man. J'en parlerais probablement à moins de monde. À cause que je suis insécure de prendre des grosses décisions, j'ai tendance à en parler à trop de monde puis à juste avoir un overload de conseils, tu sais. Puis au final, si t'en as trop de conseils, je suis pas sûr que ça t'aide. Puis tu parles beaucoup, t'écoutes, puis t'es aussi confus. Fait que je pense que j'essaierais peut-être plus de faire... C'est comme genre plus en parler avec mon thérapeute, avec mon psy, genre carrément, que c'est ultra focused, une tierce partie vraiment pas biaisée. Ouais, ou un mentor, ou un coach, là, whatever. Super intéressant, François. Merci du partage. Je pense que tu as des nouveaux projets présentement en cours de ton côté. Hein? Ouais, un album de rap qui va sortir bientôt. Bluff. BLUF. Non, mais c'est-tu ce qui est drôle, dude? C'est que avant la pandémie, j'avais des gros symptômes de commotion cérébrale, OK? Fait que je pouvais pas trop regarder un écran. Fait que mon hobby que je m'étais trouvé, c'était de finalement enregistrer des démos de rap dans un studio de la base ville de Québec. Puis, coup de théâtre, c'est le même studio que je te parle là. Fait que c'était une start-up qui avait genre un studio que je leur disais, je vais acheter une carte de son la fin de semaine, je vais enregistrer du rap. C'était comme whatever. Là, ils sont plus là. C'est mon chum qui a starté un OSBL qui s'appelle Le Centre Hub Créatif ici, qui a repris le local et le studio. Il était comme, Frank, ton podcast, viens faire ça ici, tu sais. J'étais comme, ouais, sure. Fait que c'est là où mes débuts de rap ont commencé et qui vont probablement se finir. Pour répondre plus officiellement à la question, j'ai lancé Ça se passe, SAASPASSE. Saspasse.com, vous comprendrez le jeu de mots. C'est 3 trucs. Un podcast, des discussions sans filtre là, avec des fondateurs puis des employés clés en SaaS sur croître un SaaS ou bien une carrière en SaaS au Québec. Fait que ça, c'est le pod. J'ai été quand même beaucoup inspiré de toi, Joe, là-dessus. Fait que je te donne du crédit puis un hat tip, clairement. Je me suis dit, si lui est capable, moi, je devrais même... C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Fait que, le podcast, un répertoire des SaaS, des startup tech au Québec qui vit sur le site web saspace.com. Et puis un événement mensuel qui essaye d'augmenter la densité et la qualité de notre communauté SaaS au Québec. On fait le lancement le 4 mai, là, c'est sur Eventbrite, LinkedIn, Instagram, tout ça. Si le monde veut aller checker ça, c'est un passion project. Est-ce que ça va se tourner en side project qui est comme break-even, que j'ai pas, tu sais, qui est pas nécessairement une business profitable ou carrément une business profitable? Je sais pas encore. C'est quelque chose que toi puis moi, on pourra peut-être parler pas sur le podcast. Mais ça me fait triper vraiment beaucoup. Puis c'est le fun de travailler ici en français, de rencontrer tout plein de monde vraiment sharp, puis de shipper quelque chose. Puis quand je travaille à 10 heures le soir à cette heure, c'est parce que ça me tente. T'sais. C'est toujours plus plaisant quand on a la liberté de choisir ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on met en priorité. Fait que c'est super intéressant.
Autre chose, François, que tu voudrais rajouter pour la communauté aujourd'hui? Non, je pense que je suis reconnaissant d'avoir eu la tribune pour comme clore l'histoire. Parce que, comme je l'ai dit à d'autres, sur ton show, sur Pivot, je pense que c'est la meilleure version de toute l'histoire de Snipcart que j'ai jamais contée. Fait que là, ça nous fait une trilogie, mettons, avec ce show-là. Puis ça boucle cette boucle-là, puis ensuite, on to the next. Et pour ceux qui voudront sortir le film de François, épisode 11 et 12, ça fera partie du synopsis intégral. Donc, si vous l'avez pas écouté, je répète, numéro 11, numéro 12, vous allez voir, c'est assez rocambolesque et super intéressant d'entendre ce qui se passait là, pratiquement au day-to-day dans la vie de François à travers tout ce roller coaster d'émotions-là et de défis de business aussi à travers tout ça. François Lantinado, merci encore une fois de ton généreux partage à cœur ouvert. Il y a peu de gens qui s'est ouvert de manière aussi transparente là, à tout l'auditoire. Merci beaucoup. Et je rappelle saspasse.com. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça pour autant le podcast que l'événement mensuel. Et voilà. Dernier mot de la fin, François? Ben, ça m'a fait plaisir de partager. Puis ben franchement, après t'avoir rencontré en vrai, ça me fait encore plus plaisir de le faire avec toi, Dude, parce que t'es une personne que j'estime. Fait que merci. Beaucoup de plaisir et estime partagée, François. Merci beaucoup pour autant le podcast que les petits coups de main que tu me donnes aussi là, dans nos différents projets fous. Donc voilà. Ça me fait plaisir. Merci à tous d'être des nôtres cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Voici quelques éléments que je retiens de ma discussion avec François cette semaine. Premièrement, suite à une fusion-acquisition, attention au storytelling. N'en promettez pas trop envers votre équipe initiale. Ça peut mener à des déceptions et des problématiques à travers le temps. Surveillez également la trajectoire de carrière de vos équipes ou de votre équipe après l'acquisition. Il peut être facile de perdre ce focus. Planifiez avec soin l'intégration de votre entreprise avec la maison mère qui vient de faire l'acquisition, si jamais c'est le cas. On passe souvent pas assez de temps à cet endroit-là et ça cause des problèmes à travers le temps. Assurez-vous également de bien noter vos paramètres dans la transaction, donc le pourquoi vous le faites et de toujours avoir une bonne vue là-dessus pour être certain que vous le faites, pour les bonnes raisons, mais de vous le rappeler à travers le temps et même après tout l'ensemble de l'œuvre. Assurez-vous également de bien connaître vos valeurs et de les respecter avant, pendant et après une acquisition. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. N'oubliez pas que nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Donc, notre récompense est votre partage, votre abonnement ou vos commentaires sur les plateformes de balado. Donc, si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux. Aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes de balado préférés ou laissez-nous un petit commentaire sur votre plateforme favorite. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.